Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes de fermer leurs appareils électroniques. La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 9 visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Bonbon Darcy-McGee est remplacé par Monsieur Deragy Neliga. Madame Macron Westmont Saint-Louis par Monsieur Kelly Jacques Cartier. Madame Sauvé-Fabre par Madame Anglade Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur Lebel-Rimouski par Madame Fournier Marie-Victorin et Madame Dorion-Tachereau par Monsieur Fontelestila Laurier-Dorion. Excellent, merci. Ce matin, nous débuterons les auditions par la Ville de Montréal, puis la Maisonnée. Nous avons commencé à l'heure, tout va bien. Je souhaite donc la bienvenue à la Ville de Montréal. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. À 1 minute de la fin de votre exposé, je vais vous faire un petit signe. Je vous invite donc à vous présenter et puis à commencer votre exposé. Robert Baudry, élu du district de Saint-Jacques, responsable au comité exécutif au développement économique et relations gouvernementales. Bonjour, Rosannie Filato, élue dans le district de Villeray, à Montréal, membre du comité exécutif au niveau du développement social et communautaire, l'itinérance, la jeunesse, la condition féminine, les sports et le loisir. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 9. À l'instar de toutes les grandes métropoles du monde, Montréal se caractérise par sa grande diversité ethno-culturelle. Principal lieu d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes en sol québécois, la métropole reçoit chaque année plus de 70 % de l'immigration internationale destinée au Québec. En 2017, cela représenterait 33 000 nouveaux arrivants pour l'agglomération de Montréal. Loin d'être un phénomène nouveau, la métropole s'est construite à travers une succession de vagues migratoires, toutes plus riches les unes que les autres. Il en résulte qu'une personne sur 3 y est d'origine immigrante. C'est là une des composantes majeures de la diversité montréalaise et de son ouverture sur le monde. Riche de cette diversité, la Ville de Montréal demeure soucieuse de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants sur son territoire. La métropole a d'ailleurs développé une expertise reconnue en la matière. Le gouvernement du Québec a souligné la particularité de Montréal en ratifiant en 2016 l'entente cadre sur les engagements du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole. Dans la foulée de cette reconnaissance, la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion ont conclu en 2018 une entente triennale en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. Cette entente repose sur un partenariat innovant qui vise à rendre Montréal plus accueillante et inclusive pour les personnes immigrantes et plus particulièrement celles nouvellement arrivées. Le projet de loi 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes, jette les bases de plusieurs changements structurants au processus d'immigration actuel. Certains de ces changements sont énoncés clairement, d'autres doivent toutefois être mieux définis. Par l'entremise des commentaires et recommandations présentés dans notre mémoire, la Ville de Montréal entend contribuer à la bonification du projet de loi 9. Nous vous représentons également quelques projets porteurs déployés sur le territoire montréalais pour favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Je laisse maintenant la parole à Mme Filato. Merci. Donc, le projet de loi propose la mise en œuvre d'un parcours d'accompagnement personnalisé pour les nouveaux arrivants et d'une bonification de mesures visant la francisation. La Ville de Montréal se réjouit de cette intention. La francisation et l'accès à un emploi demeurent des facteurs puissants d'intégration à la société québécoise. Ceci étant dit, le gouvernement doit toutefois y consacrer les ressources appropriées, facteur essentiel de succès. Or, le niveau de financement et de ressources additionnelles pour livrer ces services et assurer leur arrimage avec les initiatives locales demeure inconnu. Nous tenons à souligner que les objectifs de la francisation doivent être liés à de nouvelles enveloppes budgétaires provenant du gouvernement québécois. En tant que métropole et gouvernement de proximité, la Ville de Montréal est un acteur de premier plan en matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants sur son territoire. C'est en effet le quartier qui est le premier lieu d'identification, là où se déroulent les relations quotidiennes et où le nouvel arrivant apprivoise son nouvel environnement.
En tant que palier le plus près des citoyens, Montréal a le souci de consolider ses interventions de proximité et de maximiser l'utilisation des ressources municipales telles que les bibliothèques, les maisons de la culture, les installations sportives et les centres de loisirs pour assurer un accueil de qualité et une intégration réussie des nouveaux citoyens. Montréal entend plus que jamais assurer son leadership en matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. La métropole travaille d'ailleurs depuis plusieurs mois à la mise sur pied de la station Nouveau Départ, en collaboration avec plusieurs ministères et organismes fédéraux et provinciaux, dont le Midi. Inspiré des meilleures pratiques déployées dans le monde, il s'agit d'un centre de services intégré, cohésif et accessible qui regroupera les différentes instances gouvernementales, régionales et locales concernées. Cette initiative s'inscrit en complémentarité directe aux démarches que le Midi souhaite mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l'accueil et du soutien à l'intégration des nouveaux arrivants. La station deviendra à terme l'un des principaux points de service à Montréal, avec la particularité d'offrir des services spécifiques et adaptés permettant d'accélérer le processus d'installation et d'intégration des nouveaux arrivants. La Ville de Montréal recommande donc que le gouvernement prévoie des ressources financières et humaines nécessaires et qu'il travaille de concert avec la Ville de Montréal pour la mise en place et la bonification de mesures en matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants, notamment la francisation. Ensuite, la Ville de Montréal recommande que des ressources supplémentaires soient allouées également à l'élaboration et la réussite d'un parcours individualisé en complémentarité avec l'approche intégrée développée par la Ville et ses partenaires locaux, soit la station Nouveau Départ. Et c'est là qu'on passe la POC. Montréal accueille la grande majorité des immigrants sélectionnés dans les catégories économiques, c'est-à-dire ceux qui sont choisis en fonction de leur diplôme, de leur formation professionnelle et de l'adéquation de leurs compétences avec les besoins du marché du travail. Depuis plus de 20 ans, l'immigration internationale demeure le moteur principal de la croissance démographique de l'agglomération. La Ville de Montréal considère d'ailleurs qu'il s'agit d'une richesse et d'un privilège d'accueillir de nouveaux arrivants qui viendront, de par leur talent, leur créativité et leur culture, contribuer à l'essor de nos entreprises et institutions, ainsi qu'à la vitalité et au rayonnement de notre société. Bien que la métropole ait l'avantage de pouvoir attirer des travailleurs qualifiés à l'emploi qui correspond a priori aux candidats recherchés par les différentes entreprises présentées sur son territoire, des défis persistent en matière de disponibilité de main-d'œuvre. Depuis quelques années, la tendance est claire, le nombre de postes vacants s'accroît et la métropole est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et catégories d'emploi. En 2018, pour la région métropolitaine de recensement de Montréal, ce sont 73 405 postes vacants qui ont été répertoriés. Il s'agit d'un enjeu de taille qui risque à terme de freiner la croissance de la métropole et la productivité des entreprises et institutions montréalaises. Face à ces constats, en conséquence avec la stratégie de développement économique 2018-2022 Accélérer Montréal, la métropole déploie des efforts importants et concertés pour attirer et mieux intégrer les nouveaux arrivants. Montréal mobilise les entreprises et partenaires locaux afin qu'ils soient des acteurs de changement dans la perspective d'une croissance économique inclusive et durable. Le 18 février dernier, Montréal a convié une quarantaine de membres de la communauté d'affaires, des femmes, des hommes d'influence du Grand Montréal, des élus du Québec, d'ailleurs vous étiez présent, Monsieur le ministre, pour discuter de la stratégie Montréal inclusive au travail. Cette démarche est une mesure phare du plan d'action de la Ville de Montréal en matière d'intégration des nouveaux arrivants qui vise à mobiliser et à sensibiliser la société montréalaise autour des enjeux d'intégration des immigrants au marché de l'emploi. Il ressort de cet événement une volonté commune forte et l'affirmation claire que l'intégration économique des nouveaux arrivants, c'est l'affaire de tous. Lors du lancement de la stratégie Montréal, les chefs d'entreprise de la métropole ont également souligné le fait que les organisations qui comptent parmi leur personnel les travailleurs immigrants jouissent d'un meilleur rendement. Il faut noter que ces travailleurs ont aussi besoin d'accompagnement et de soutien, notamment de la part du gouvernement du Québec, pour accélérer et améliorer la reconnaissance des diplômes et leur expérience de travail. La Ville recommande donc que les gouvernements promeuvent et soutiennent les initiatives locales qui, comme stratégie Montréal inclusive au travail, favorisent l'intégration en emploi, en français, des nouveaux arrivants, ainsi que la sensibilisation des employeurs aux besoins et aux réalités de ces segments de la main-d'œuvre. Dans la même lignée, il apparaît pertinent de prévoir des mesures destinées au soutien de l'entrepreneuriat pour les nouveaux arrivants. En effet, c'est près de 10 000 entreprises, des PME, qu'on pourrait perdre d'ici 2024 au Québec, faute de main-d'œuvre. À cet égard, le gouvernement peut être un acteur de changement et agir en aidant les immigrants entrepreneurs, notamment ceux avec un statut temporaire, et faciliter l'octroi de soutien financier pour lancer une entreprise.
La Ville recommande que le gouvernement de Montréal prévoie la mise en place de mesures et d'outils concrets visant à soutenir les nouveaux arrivants, entrepreneurs, quel que soit leur statut d'immigration. Enfin, j'ajouterai que Montréal est préoccupé par l'effet combiné de la réduction des seuils d'immigration annoncés et la priorisation accordée à une régionalisation de la main-d'œuvre. Une meilleure répartition de l'immigration au Québec permettra de mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'ensemble des régions et de réduire la fracture socio-démographique qui a pu se creuser au fil du temps. Il vous reste une minute. Merci. Toutefois, la répartition de l'immigration au Québec permettra de mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'ensemble des régions et de réduire la fracture. Oui, ça, je l'ai dit. Toutefois, vous comprendrez qu'il importe de la combinaison des deux mesures que n'accroisse pas la pénurie de main-d'œuvre déjà observée dans la métropole. En tant que principal moteur économique du Québec, Montréal a besoin d'un apport significatif en immigration pour faire face à ces réalités démographiques propres. En déposant son projet de loi 9, le gouvernement a annoncé du même souffle l'annulation de plus de 18 000 dossiers qui avaient été enregistrés avant le 2 août 2018. Nonobstant l'injonction qui a forcé le gouvernement à poursuivre l'étude des dossiers, la Ville de Montréal est très préoccupée par cette annonce, notamment par l'absence de mesures transitoires claires visant à assurer une continuité dans le traitement des dossiers. De ce nombre, plus de 5 600 personnes sont déjà installées au Québec. Il s'agit de travailleurs et de familles, dont certaines incluant des enfants nés au Québec. La Ville de Montréal considère que les solutions proposées par le gouvernement doivent permettre de réduire l'insécurité des personnes touchées en leur offrant des solutions concrètes. Au-delà des enjeux administratifs, il y a des femmes, il y a des hommes, souvent des familles entières qui contribuent déjà à la vie collective. Il est urgent que le gouvernement du Québec précise ses intentions à l'égard de ses candidats. La Ville recommande donc que le gouvernement s'engage à traiter, dans les 6 prochains mois, des déclarations d'intérêt des personnes qui ont déposé une demande avant le 2 août 2018, qui déjà vivent au Québec et apportent leur contribution à la société. En conclusion, j'aimerais rappeler que le partenariat entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec a permis la réalisation de nombreuses actions significatives, notamment en matière d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. Le projet de loi 9 est une nouvelle occasion de poursuivre cette collaboration et de trouver des solutions concrètes à des défis qui auront des impacts sur la prospérité du Québec et de la métropole pour les années à venir. Le traitement avec égard et rapidité des demandes d'immigration déjà déposées par des demandeurs résidant au Québec, de même que le soutien de mesures visant à la mise en place d'un continuum de services intégrés visant à promouvoir l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants, sont, à notre avis, quelques exemples de conditions du succès du processus d'immigration québécois. On vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre exposé. Le ministre vous a gracieusement offert de son temps. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame Filato, Monsieur Baudry, bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale. Merci pour votre participation à la commission parlementaire. Quelques mots pour féliciter la Ville de Montréal, notamment sur votre activité que vous avez tenue le 18 février dernier. J'ai participé au début de la journée, mais je trouvais que c'était une belle initiative de la part de la Ville de Montréal et de la mairesse également, de faire en sorte d'asseoir tous les acteurs autour de la table, les partenaires économiques, à la fois du privé, à la fois du public, pour faire de Montréal inclusif, de sensibiliser. Je pense que, honnêtement, c'est une belle initiative. Puis c'est vrai ce que vous dites lorsque vous dites, bien, nous, en tant que ville, bien, les gens s'identifient dans un premier temps à leur quartier. Souvent, c'est à leur rue, à leur quartier. Donc, c'est vrai qu'il y a une réelle proximité. Puis, vous êtes des partenaires importants en matière d'immigration, notamment dans l'entente qui a été signée en 2016 par le précédent gouvernement, mais aussi au point de vue de l'intégration dans les différents services publics. Alors, je souligne le travail de la Ville de Montréal en ce sens-là. Pour ce qui est des... allons-y avec la question des ressources. Dans le fond, vous nous invitez, l'autre fois, lorsque j'ai rencontré la mairesse, on m'a parlé de la station Nouveau Départ. Ce que vous souhaitez faire, c'est d'avoir un pôle central pour l'ensemble de la Ville de Montréal où tous les services seraient là. C'est ce que je comprends? Absolument. C'est un peu dans le même esprit que les One-Stop Shop qu'il y a eu en Europe, une espèce de guichet unique dans lequel les services du Midi, des services de la Ville de Montréal, du BINAM, le ministère aussi du Travail et de la Sécurité sociale, pour offrir un service 360 degrés aux nouveaux arrivants. Donc, vraiment d'avoir un lieu de chute identifié sur l'île de Montréal. OK. Puis, pour le bénéfice des membres de la commission, là, le BINAM, c'est le bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. OK. Donc, vous avez un bureau à l'intérieur de la ville
qui déploie des ressources, notamment pour l'intégration. Absolument, et on a d'ailleurs aussi un plan d'action du BINAM, stratégie 2018-2022. Ce que je faisais référence tout à l'heure pendant le préambule, l'entente qu'on a eue via Réflexe Montréal, qui est une entente financière de 12 millions par année du gouvernement du Québec, à laquelle Montréal vient investir le même montant d'argent. OK. Pour la station Nouveau Départ, vous voulez mettre tout le monde sous le même chapeau où les personnes migrantes pourraient avoir accès. Est-ce que, dans cette perspective-là, vous visez uniquement l'immigration permanente ou également vous offririez des services aux immigrants qui ont un statut temporaire? Parce que nous, dans le cadre du projet de loi 9, ce qu'on veut faire, c'est donner davantage d'outils, puis on veut étendre les services que le gouvernement du Québec va donner aux personnes qui ont un statut temporaire au Québec dans l'objectif de les amener vers la permanentisation, donc intégration, francisation, accompagnement à l'emploi. Est-ce que vous, votre perspective, c'est les deux ou c'est uniquement les... Okay. En fait, tous les nouveaux arrivants, peu importe le statut. OK. Donc, ça pourrait s'inscrire dans cette logique. Absolument. OK. Au niveau de la régionalisation, vous dites, on n'est pas contre la régionalisation, mais on veut garder notre part du gâteau aussi parce qu'on a des défis en matière économique à Montréal. J'en suis, mais là, il y a comme un arbitrage à faire entre Montréal, entre les régions, parce que dans toutes les régions aussi, il y a des difficultés d'attraction, de rétention aussi. 80% environ des nouveaux arrivants s'établissent dans la région métropolitaine de Montréal. Comment vous voyez ça, là? Parce que dans votre mémoire, vous dites, ben oui, on est en faveur, mais on veut aussi conserver... En fait, c'est cette reconnaissance-là aussi de l'impact économique, le moteur économique qui est Montréal à travers tout ça, ces besoins de main-d'œuvre qui sont là. Au niveau des besoins, là, par exemple, en main-d'œuvre, nos postes vacants ne font que croître de trimestre en trimestre. On a un besoin criant. Quand Montréal va bien, c'est toutes les régions qui vont bien aussi. Donc, on comprend ce besoin-là en région, puis on le reconnaît, puis on veut une meilleure coordination à ce niveau-là. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est au niveau des seuils. Parce que si on baisse des seuils puis on veut répartir, là, est-ce que l'impact sur Montréal, ça va être quoi? Comment on est capable de le traduire? Et ça, pour nous, c'est encore incertain à ce niveau-là. Alors, ce qu'on veut vous sensibiliser, c'est vraiment Montréal est un moteur économique. Montréal a un impact un rayonnement sur le reste des régions du Québec. Il ne faut pas le traiter comme une région comme les autres. Okay. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que les immigrants occupent un emploi à la hauteur de leurs compétences? Parce que, tu sais, on voit là, les taux de surqualification pour les immigrants de 5 ans et moins. Le taux de chômage également est plus du double aussi. Avez-vous des propositions pour voir comment est-ce qu'on peut corriger ça? Vous voyez, dans le rendez-vous dont vous avez assisté, c'est justement pour rassembler les chefs d'entreprise, pour voir quelles étaient les frontières, justement, à l'embauche des personnes immigrantes, selon leur capacité, selon leur qualificatif, pardon. Il y a la reconnaissance des acquis. Il y a le fait aussi d'éviter de demander une expérience québécoise à ces nouvelles personnes-là quand ils arrivent sur le territoire aussi. De travailler avec les employeurs pour aussi avoir une culture d'embauche qui reflète un peu ce qu'on a à Montréal, cette diversité-là. Parce qu'il y a des entreprises qui nous l'ont dit lors de ce rendez-vous-là, le fait d'intégrer des personnes immigrantes dans leur structure, ça amène une nouvelle façon de voir justement l'intégration. Donc, les incitatifs pour nous à ce niveau-là sont très importants et pour les entreprises aussi. OK. Et puis, dans le cadre de l'entente que le gouvernement du Québec a avec la Ville de Montréal, dans le fond, c'est une entente qui vous convient actuellement? Oui. En fait, ce qui est très important pour nous, c'est le réflexe Montréal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Montréal ne peut pas être considéré comme une région comme les autres. Montréal a une entente conjointe avec Québec. On a des canaux, justement, de communication privilégiés pour faire atterrir les lois sur notre territoire. On a des délégations de pouvoir de la part de Québec à certains niveaux, donc au niveau de l'immigration, au niveau du développement économique, par exemple. Donc, ce canal-là nous convient. Il faut vraiment qu'on puisse l'activer et que ça devienne vraiment un réflexe. Quand on veut intégrer une politique, on ne peut pas l'intégrer mur à mur à travers le Québec sans aller voir Montréal parce qu'on reçoit 75 % de l'immigration, par exemple. Donc, c'est vraiment une situation particulière. OK. Juste en complément.
En complément de réponse, en fait, oui, l'entente Réflexe Montréal est très important. Cependant, si vous parlez des montants d'argent, c'est certain qu'aujourd'hui, on a été clair, il y a quand même des besoins financiers et en termes de ressources humaines qui sont énormes. Et tout le monde ici le sait, les besoins évoluent. Donc, à travers les années, on voit énormément de changements démographiques, sur le marché de l'emploi également. Donc, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. On veut collaborer, on veut parler des besoins qui évaluent, justement pour parler des ressources qui ont été négociées. Okay. Sur la réalité de la régionalisation, tantôt, je vous ai bien entendu, vous dites, nous, on a des besoins à Montréal aussi. Il y a une situation aussi qui fait en sorte qu'il faut assurer la vitalité des régions aussi. Donc, dans la perspective que nous avons d'utiliser le nouveau système ARIMA, c'est notamment le fait aussi de prioriser, supposons, dans certaines circonstances. En fait, dans un premier temps, à la base, c'est on veut jumeler le profil des candidats avec les emplois disponibles, mais aussi on souhaite assurer la régionalisation. Mais là, je vous entends bien que vous avez des besoins à Montréal aussi, puis vous souhaitez. Cela étant dit, toutes les régions du Québec aussi crient à l'aide, et puis il faut répondre à la réalité des régions pour assurer l'occupation du territoire aussi. Ça, c'est une réalité. On l'entend parfaitement, puis on est membre de l'UMQ, donc on siège avec nos partenaires villes, donc c'est une réalité. Mais comme je disais tout à l'heure, 75% de l'immigration au Québec est à Montréal. On a quand même le plus gros PIB du Québec. C'est pas quelque chose non plus à négliger à ce niveau-là. Sur l'aspect du projet de loi 9, vous nous invitez à traiter en priorité les gens qui sont sur le territoire québécois. Vous dites dans votre mémoire, 5600 personnes sont sur le territoire québécois. C'est pas tout à fait exact. Dans le fond, il y a 3700 demandeurs principaux qui ont déposé leur demande au moment où ils étaient physiquement sur le territoire québécois. Ça pourrait représenter 5100 personnes, mais ça, c'est si tous les demandeurs étaient sur le territoire québécois. Mais j'entends bien sur le fait que vous dites les gens qui sont en emploi et qui sont sur le territoire du Québec, bien, on devrait les prioriser. Puis c'est mon intention aussi, je l'ai toujours dit, avec le dépôt dans ARIMA, on veut faire en sorte d'inviter prioritairement les gens qui sont sur le territoire québécois et en emploi. Cela étant dit, le projet de loi ne change rien au statut des gens actuellement. Projet de loi 9 ou non, le statut temporaire qu'ils avaient relève du gouvernement fédéral. Donc ça, je voulais juste éclaircir ça avec vous, là. Mais j'entends bien sur le fait que vous souhaitez qu'on les traite de façon prioritaire. Oui, il y a une question aussi à ce niveau-là, au niveau du nombre, c'est de savoir le nombre exact à Montréal. Est-ce que vous avez ces chiffres-là actuellement? C'est pas possible de le savoir, notamment sur le fait, et c'est pour ça, là, dans votre mémoire, vous dites, vous voulez qu'il y ait un partage d'informations entre le ministère de l'Immigration et la Ville. Il n'y avait pas de moyen d'assurer le suivi, la traçabilité, si je peux dire, là. Donc, c'est pour ça que dans le projet de loi 9, notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de mettre des dispositions pour s'assurer du parcours personnalisé des gens. Moi, mon objectif, là, avec le projet de loi 9, là, c'est vraiment d'accompagner les gens dès l'étranger, de leur offrir des services dès l'étranger, à la fois aux immigrants permanents que les gens qui sont en situation temporaire ici, leur offrir des services de différenciation d'intégration, peu importe qu'ils soient temporaires ou permanents, pour viser la permanentisation de leur statut sur le territoire québécois. Mais on va voir ce qui est possible de faire avec le ministère de l'Immigration, si on peut partager de l'information avec la Ville de Montréal. Pour nous, le partage des données est très important aussi, là, vous l'avez dit. Et ça, c'est dans l'optique d'un continuum de services après. Et quand on dit on veut bonifier justement cette loi-là, on a besoin en tant que Ville de clarification comment ce partage-là, non nominatif, là on s'entend des données, va être fait aussi. C'est des questions qu'on a en tant que Ville. Pour nous, c'est très, très important, la traçabilité justement de ces personnes-là sur le territoire. Et on ne veut pas dédoubler les interventions qui vont se faire après. Et on veut réussir au maximum l'intégration de ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'on vous amène à travers le mémoire. Pour nous, ça, c'est une considération très importante. Bien, je peux vous dire, je suis très sensible à ce que vous me dites sur cet élément-là parce qu'il faut vraiment travailler en partenariat. Puis comme je vous l'ai dit, vous êtes des acteurs vraiment sur le terrain, donc c'est important. Je pense que certains collègues veulent poser des questions aussi, Madame la Présidente. Absolument. Je vous remercie. Il y a tout d'abord le député de Sainte-Rose, s'il veut encore se faire prévaloir de son droit de parole, puis ensuite le député de Beau-Sud. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis résident de Laval, alors on est voisins.
On peut dire ainsi, ou on peut aussi dire la région de Laval. Mais je me permets de vous poser une question parce que, justement, les faits sont intéressants, que 75% des immigrants qui choisissent le Québec vont à Montréal, mais on a appris par nos délibérations ici que 55% des emplois disponibles au Québec se trouvent à l'extérieur de Montréal. Donc, je me demande, quand vous faites l'analyse de ça et vous voyez le projet du gouvernement à ce qui trait à la déclaration d'intérêt, est-ce que vous pensez que de revoir la façon qu'on place les immigrants qui choisissent le Québec, est-ce que de le demander en amont pour arrimer les types d'emplois aux employeurs, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil? Est-ce que c'est une façon de régler les besoins du marché du travail? Vous voulez dire de vraiment... L'arrimage est intéressant. Bien, la déclaration d'intérêt qui se fait par l'immigrant qui veut choisir le Québec, par la suite de l'arrimer avec les emplois au Québec, est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Nous, au niveau des incitatifs, ça va. On veut inciter les gens, mais on ne souhaite pas les obliger à aller vers des régions. Pour nous, ça, c'est un point qui est très important. Montréal, dans son développement économique, c'est un peu la position qu'on se donne. On offre des incitatifs pour attirer sur notre territoire, autant les personnes que les investissements directs étrangers. Mais on ne veut pas contraindre les gens à aller vers des régions ou vers des emplois. Je suis curieux parce que c'est à Montréal qu'on trouve le plus haut taux de surqualification. Donc, si le gouvernement propose de placer des gens dans des endroits qui ont un vrai besoin, et vous avez une surcapacité en termes d'immigrants prêts à travailler, je me demande... On a quand même 73 000. En 2018, on avait 73 000 emplois vacants à Montréal, et ça ne fait que croître de trimestre en trimestre. Donc, pour nous, l'arrimage, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que, oui, vous avez raison, il y a des gens qui sont surqualifiés à l'heure actuelle, mais comment on est capable d'optimiser justement notre travail en commun, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, pour justement amener les entreprises, et c'est ce qu'on fait par des initiatives Montréal inclusive au travail, c'est ce qu'on veut faire aussi par notre projet de guichet unique, comment on arrive à ramener justement ces gens qualifiés-là vers le besoin, parce que des entreprises à Montréal qui ont des besoins spécialisés, j'en rencontre à tous les jours. Et de plus en plus. Et toutes les grappes industrielles nous disent actuellement que c'est le premier enjeu pour eux, c'est le manque de disponibilité de main-d'œuvre. Puis après, c'est même aussi dans les investissements directs étrangers. La première question qui nous est posée quand on attire un investissement direct étranger, c'est est-ce que vous avez la main-d'œuvre sur le territoire à Montréal? On a les universités qui sont là, qui sont présentes. Je veux dire, on est intéressant, on est attractif. Montréal a connu la plus grande croissance des villes du Canada. Il ne faudrait pas mettre ça à risque en obligeant les gens à aller vers d'autres régions. Merci beaucoup. Oui, j'invite maintenant le député de Beauce-Sud à prendre la parole. Madame la présidente? 8 minutes. 8 minutes, parfait. Merci encore une fois d'être là, la Ville de Montréal. Très content également de voir de jeunes élus prendre ce dossier-là à bras-le-corps. Je pense que c'est fondamental également d'avoir un regard qui est neuf sur cet enjeu-là. Un sujet qui préoccupe la société québécoise depuis déjà plusieurs années, c'est bien entendu l'importance du fait français. Dans votre mémoire, vous parlez justement de l'importance du français, mais on sait très bien que lorsqu'une personne fait le choix d'arriver au Québec et qu'elle a été qualifiée, ne le parle pas nécessairement. Alors, on sait également que Montréal, compte tenu de son historique, a des enjeux pour la sauvegarde et la promotion de la langue française sur son territoire. J'aimerais vous entendre sur le rôle que les villes doivent jouer, comme la Ville de Montréal, pour s'assurer que lorsque les gens qui viennent ici, oui, des fois font le choix du Canada, font le choix du Québec, mais font aussi très souvent le choix de Montréal avec la beauté de cette ville-là. Comment pouvons-nous s'assurer que le français est réellement un suivi important pour une ville comme la vôtre, que ce soit lorsque vos employés, par exemple, l'utilisent, que ce soit via la promotion que vous en faites sur le territoire. Alors, de quelle façon, comme ville, vous pouvez faire en sorte que les immigrants puissent, du moins, avoir un intérêt assez grand pour apprendre le français et qui aiment également apprendre cette nouvelle langue? Je vous dirais que pour la Ville de Montréal, c'est essentiel. C'est certain que c'est la langue officielle à Montréal et c'est très important. En fait, selon nous, il faut prendre une approche qui est holistique.
Et c'est ce qu'on propose avec la station Nouveau Départ également. Mais quand on parle du binôme, quand on parle des agents de liaison, par exemple, qui sont dans nos bibliothèques, la Maison de la Culture, c'est ce qu'ils font sur le terrain. C'est ce qu'ils font. Ils accueillent, que ce soit l'immigrant qui est venu pour des motifs économiques, donc pour travailler, ou sa conjointe et ses enfants. Ils offrent des cours de francisation. Ils offrent des ateliers, par exemple, de groupe. C'est extrêmement important. Il faut le faire dans une approche qui est dynamique, qui est près des gens. Ces agents de liaison, c'est des gens qui se déplacent également sur le terrain. On a la chance d'en avoir une en fait, je regarde M. Fontesilla parce qu'on est élus dans le même coin. On a une agente de liaison qui se promène, qui fait du porte-à-porte, justement, pour aller rejoindre ces personnes qui, souvent, restent à la maison, qui ont un peu de difficulté à s'intégrer à la société québécoise. Mais le rôle du français est très, très important, comme tout le rôle de l'intégration sociale. On parle beaucoup d'intégration économique aujourd'hui, ce qui est très important, mais il faut parler de l'intégration sociale également. C'est très, très difficile pour les conjointes, pour les enfants, pour la famille. Je reviens aux 5600 ou à peu près, Monsieur le ministre, personnes qui sont touchées par ce projet de loi. La Ville de Montréal est quand même préoccupée par ça et c'est important de prendre toutes les mesures de façon holistique pour permettre une bonne intégration. Donc, vous reconnaissez que c'est un enjeu important. À la fois que le français, la promotion du français sur l'île de Montréal et de s'assurer également que nos immigrants l'apprennent. Est-ce que vous jugez cependant qu'au courant des 15 dernières années, pour reprendre un chiffre populaire, les efforts ont été suffisamment faits pour s'assurer que le français auprès de nos immigrants, non seulement la promotion soit faite, mais que le désir d'apprendre le français soit suffisamment au rendez-vous pour nos immigrants qui sont, par exemple, du côté de Montréal? En fait, notre objectif aujourd'hui, c'est de regarder vers le futur, de travailler ensemble. On est ici pour collaborer avec le gouvernement pour voir comment... On sait qu'il y a des défis, on sait qu'il y a des lacunes. On est là pour améliorer le tout avec vous, de collaboration avec le gouvernement. C'est certain, je reviens aux ressources. Ça va être important pour la Ville de Montréal et je peux également parler pour les régions, j'imagine. On a besoin de plus de ressources. On parle de l'importance de la francisation, tout ce que je viens de nommer, les agents de liaison dans toutes nos installations à la Ville de Montréal, toutes les femmes et les hommes qui travaillent pour instruire la langue française et aider à l'inclusion sociale, ça prend des ressources financières et humaines. Et on est ici pour vous en parler, justement. Diriez-vous que le défi risque d'être en augmentation avec le temps parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un passif qui est là. Il y a des gens qui n'ont pas appris suffisamment le français, qui ne le maîtrisent pas parce que peut-être qu'à une certaine époque, on a manqué d'outils, on a manqué de ressources pour faire en sorte que ces gens-là puissent apprendre le français parce que c'est aussi ça la réussite de l'intégration, hein, au bout du compte, c'est de s'assurer que ces gens-là puissent maîtriser le français. Et lorsqu'on parle de l'importance de la régionalisation de l'immigration, c'est évident que si on se décide d'aller, par exemple, en région, l'outil, c'est de parler français, compte tenu du fait que très souvent, dans nos régions au Québec, on parle très majoritairement français. Alors, je vous dirais que le défi des ressources, vous me parlez de l'avenir, mais compte tenu du passif qu'on a, il faut peut-être mettre les bouchées doubles. On pourrait absolument mettre les bouchées doubles. Les ressources doivent suivre. J'ai de la difficulté à généraliser, en fait. Je pense que ce qui va être important, c'est justement de nous assurer qu'on a les ressources, mais ce que vous amenez comme propos, c'est très pertinent. Cependant, il faut avoir les données, il faut partager les données également. Combien de Montréalais et de Montréalaises qui sont soit visés dans les 5600 personnes ou au-delà de ça parlent le français? Est-ce que c'était la problématique? Il faut avoir ces discussions-là, il faut avoir les données. Et l'objectif de la Ville de Montréal aussi aujourd'hui, c'est de dire que l'objectif de la loi est louable. Il faudrait clarifier cependant les moyens, je dirais, les moyens pour en arriver. Il ne faut pas généraliser, on parle d'humain ici. Mais vous êtes prêt à jouer un leadership continuer à jouer un leadership et peut-être même encore plus fort dans le fait que le français est fondamental à Montréal et que nos immigrants, on doit tout mettre en place afin qu'ils puissent avoir les outils pour pouvoir l'apprendre. C'est ce que j'en comprends.
On est toujours prêt à jouer un rôle de leadership. Je pense qu'on doit tous tous les paliers de gouvernement réunis ensemble. Ça n'incombe pas à une ville ou à une autre. Le fait français est important, mais comme tantôt je parlais d'un continuum de services, c'est un accompagnement personnalisé aussi qu'une personne qui arrive sur le territoire. Ce n'est pas tous les mêmes besoins. Le français peut être une barrière pour un. Pour l'autre, ça va être d'autres choses, l'habitation, l'employabilité, etc. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement personnalisé pour nous est important, mais on va vous suivre dans votre leadership et on va en insuffler du leadership. Bien, merci beaucoup. Fort intéressant. Puis effectivement, le français, c'est quelque chose de fondamental pour tout le monde, mais il est important de se rappeler que par moment, on a un passif dans des endroits précis et c'est pour ça qu'il faut se donner tous les outils. Alors, je vous remercie. Très content de vous compter comme un partenaire à nouveau dans cette belle aventure. Merci. Merci. J'invite maintenant la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne à prendre la parole. Alors, bonjour. Plaisir de vous revoir, Mme Filato. Quant à M. Baudry, c'est toujours un plaisir de se croiser, surtout quand c'est dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne, mais on est content de vous avoir à Québec aujourd'hui. Alors, écoutez, sur la question de la réforme, il ne fait nul doute qu'on est en faveur d'une régionalisation, d'une meilleure intégration des immigrants, de faire en sorte que le fait français soit appliqué de manière encore plus forte et plus sentie. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas d'enjeu. Mais M. Baudry, vous disiez tout à l'heure que Montréal connaît une pénurie de main-d'œuvre historique. Et là, vous parliez de chiffres de 173 000 ou 73 000 emplois. Pardon? 73 000, parce que le total, le total, en principe, est autour de 120 000. Donc, 73 000. Vacant. Postes vacants. Ouais. Aujourd'hui, il y a 18 000 dossiers qui ne sont pas traités. Parmi ces 18 000 dossiers-là, vous faites référence à ceux qui sont présentement au Québec. On a appris que l'intention du gouvernement, cette année pour 2019, c'est de ne traiter que 400 dossiers au total, et parmi les 18 000 dossiers, et parmi tout ce qui se passe dans le volet ARIMA. Un total de 400 dossiers. Donc, 400 dossiers, quand on regarde une pénurie de main-d'œuvre avec 73 000 juste pour Montréal, comment vous réagissez à ça? Vous dites ça, puis vous dites, bien, si la prochaine année, il va y avoir juste 400 dossiers traités dans le nouveau système, incluant même mes 18 000 dossiers, quel est l'impact que ça a sur Montréal? Nous, ce qui est important pour nous, puis c'est ce qu'on dit dans le mémoire, c'est de traiter... On veut le faire de façon personnalisée, alors c'est important aussi de traiter ces dossiers-là. Pour nous, c'est important de les traiter de la façon la plus rapide, la plus efficace possible. Il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes, là. On veut tous une meilleure intégration. C'est fondamental. Mais nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est faisons attention, ce sont des humains qui sont derrière ces dossiers-là. Ce sont des gens qui sont aussi sur le territoire. Donc, on veut la plus grande attention possible portée au traitement de ces dossiers et que ça se fasse le plus rapidement possible. Définition, le plus rapidement possible, ça veut dire quoi? Parce que historiquement, on a démontré que dans les dernières années, le ministère est capable de traiter l'ensemble des 18 000 dossiers. On a vu qu'il y avait des hauts fonctionnaires du ministère de l'Immigration qui ont témoigné, qui ont dit en 6 mois, on est capable de traiter les 18 000 dossiers. Quand vous dites le plus rapidement possible, qu'est-ce qui vous apparaît acceptable? En fait, dans nos recommandations, on recommande un délai de 6 mois. Ce qui est important, je vais continuer en complément d'information de M. Baudry. Je veux qu'on pense à l'humain derrière les dossiers. Ce n'est pas des dossiers dont on parle, c'est des humains. De leur demander de recommencer à zéro. C'est des gens, je reviens aux 5 600, c'est des gens qui contribuent déjà à la vie collective, à la vie communautaire, à la vie sociale, à la vie économique, qui payent des impôts. Il ne faut pas les oublier. On crée énormément d'insécurité si on ne traite pas les dossiers. Évidemment, on ne va pas imposer un échéancier au gouvernement québécois. On n'a pas le pouvoir de le faire de toute façon, mais en fait, on recommande 6 mois. On considère que c'est raisonnable pour ceux et celles qui sont déjà sur le territoire québécois. En fait, ça a été, c'est ça. Ce qu'on a montré, c'est d'un point de vue historique, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue des commentaires de hauts fonctionnaires, d'anciens hauts fonctionnaires du ministère, que c'était absolument possible. D'où le problème de seulement vouloir traiter 400 dossiers cette année, qui pourrait avoir des répercussions sur le développement économique de la région métropolitaine. Alors, j'aimerais vous entendre sur
aujourd'hui, vous en avez parlé un peu, M. Baudry, mais j'aimerais vous entendre à nouveau sur l'impact grandissant. J'ai l'impression que la tension par rapport au manque de main-d'œuvre, chaque jour, est un peu plus élevée dans la région montréalaise. J'aimerais vous entendre davantage là-dessus. Raison, le besoin de main-d'œuvre et le besoin de talent aussi est criant sur l'île de Montréal. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui nous approchent et c'est la première question qu'ils nous posent. Montréal International, que vous connaissez très bien, c'est un enjeu pour eux aussi. Quand ils viennent nous voir, est-ce qu'on a cette disponibilité-là de talent? Actuellement, on voit qu'on a de la forte pression dans certains secteurs, les TIC, les technologies de l'information et des communications, jeux vidéo, la restauration. Donc, vraiment, dans le spécialisé et le non spécialisé, la demande est très, très forte. Donc, oui, on a un élan de croissance intéressante. On sait que, il peut y avoir un ralentissement de l'économie. On est en fin de cycle, donc il y a toujours une crainte à ce niveau-là. Il faut qu'on puisse s'assurer de rester concurrentiel parce que Montréal, c'est aussi le flagship du Québec au niveau du développement économique à l'international. Donc, il faut qu'on puisse répondre à ces approches-là des entreprises. Il faut qu'on soit prêt aussi à les accueillir. Tu sais, on dit un terrain prêt pour la première pelletée de terre, bien, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on ait les ressources au niveau humain qui soient sur le terrain. Donc, j'en conclus que juste procéder, puis là, je vous entends quand vous me dites que ce sont des humains, ce ne sont pas des dossiers, mais juste procéder au traitement de 400 dossiers cette année peut avoir définitivement un impact négatif d'un point de vue économique. Ce qu'on dit, c'est vraiment on veut que ça soit traité dans les 6 prochains mois. On veut qu'il y ait une attention particulière. Les mesures transitoires, pour nous, sont super importantes. Donc oui, on va avoir ces personnes-là prêtes à l'emploi. Parfait. Merci. Je cède la parole. De Bourassa Sauvé, à vous la parole. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Sur un autre front, dans le projet de loi, on parle d'accoler une condition à la résidence permanente. L'article 9 qui ajouterait l'article 21.1 à la loi. Donc, accoler une condition à la résidence permanente et soumettre les gens à une espèce de test de français peut-être, test sur les valeurs québécoises, les obliger peut-être à rester en région. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel impact vous pensez que ça pourrait avoir sur la rétention des immigrants? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez là, pour l'être humain qui arrive, qui est un immigrant, puis qui voudrait, qui compte s'établir au Canada, au Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je vous dirais qu'on serait prudent en termes de... on n'a pas la définition nécessairement du test de valeur, des tests qui sont proposés par la loi. On demanderait des clarifications avant même de se prononcer. Mais comme mon collègue Baudry l'a bien dit, en fait, on souhaite plutôt des incitatifs que des mesures coercitives. Le bâton mais la carotte, en fait. Pas quelque chose de coercitif, comme peut-être... Là. Est-ce que quand vous lisez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus coercitif que... Comme on vous a dit tout à l'heure, nous, on ne souhaite pas obliger les gens à aller vers les régions. On veut travailler main dans la main avec les régions. Les municipalités, on a quand même une grande solidarité entre nous. C'est très important. On comprend ces besoins-là qu'il y a en région, puis on veut en faire aussi la promotion, c'est important. Je disais tantôt, quand Montréal va bien, les régions vont bien, mais c'est inversement proportionnel. Quand les régions vont bien, c'est Montréal aussi qui va bien. Mais nous ne sommes pas dans l'optique d'obliger les gens à se retrouver dans les secteurs. On croit à la mobilité des personnes. Pour nous, c'est important. Donc, oui, effectivement, Montréal, dans son approche, dans son champ de compétences, on est plus dans une approche d'attirer, comme vous dites, de carottes plutôt que de bâtons. Est-ce que vous pensez que ça aurait un impact, justement, sur la rétention des immigrants si on appliquait une clause comme celle-là? Est-ce que ça aurait un impact? On peut difficilement prononcer là-dessus. Mm-hmm. En fait, on peut difficilement se prononcer sur ça. On n'a pas tous les détails non plus par rapport à cette clause, à cette proposition du gouvernement. Donc, OK. Je passe la parole à mon collègue. Je cède la parole au député Denis Ligan. Merci. Combien j'ai, s'il vous plaît? Vous avez 7 minutes. Oh, mon Dieu, merci. Merci à la Ville de Montréal de venir nous exposer vos préoccupations. Mais avant de passer à mes questions, je tiens à saluer vos efforts
par rapport à l'intégration des minorités visibles et les minorités ethniques depuis les 2 ou les 3 dernières années. Et je sais comment le ministre aime quand on parle du bilan. Ça, c'est un excellent projet qui a été initié par le président du gouvernement et qui donne d'excellents résultats. Et dans le même ordre, parce que je sais qu'il a assisté à une très belle rencontre dans la Maison des régions, je pense qu'on peut s'inspirer des travaux du binôme à travers l'ensemble de la province du Québec. Je ne suis pas là pour vendre ni pour vanter les mérites de ce binôme, mais je pense, parce que je sais, je vois les collègues, on représente tous des régions, et sérieusement, il y a des exemples concrets. Et il vous a donné l'occasion tout à l'heure, si vous êtes satisfait de l'entente, moi, à votre place, vu les surplus budgétaires, je vais lui demander de doubler le financement pour accompagner l'intégration des immigrants, justement pour en prendre soin dans toutes les régions du Québec. J'ai 2 remarques, et corrigez-moi si je me trompe. Vous avez levé un drapeau rouge par rapport à l'effet de la régionalisation. Considérez-vous que vous êtes victime de la diminution des seuils d'immigration et que ça va vous affecter très à court terme, le fait de diminuer les seuils, et que, au-delà de diminuer les seuils d'immigration, on rajoute un aspect qui est de la régionalisation, et sans doute on est tous d'accord sur la régionalisation. Donc, est-ce que vous êtes victime de ces 2 constats? Je ne dirais pas qu'on est victime. Ce que je dirais, c'est qu'on a une inquiétude par rapport à cette addition-là de mesures et qu'on souhaiterait justement de travailler en collaboration avec le gouvernement pour voir l'impact que ça a, comment ça se traduit sur Montréal. Donc, vraiment, nous, ce qu'on arrive aujourd'hui, avec quoi on vient aujourd'hui, c'est une inquiétude. Vous voulez... J'allais juste dire une inquiétude, mais aussi une volonté de travailler ensemble avec les acteurs locaux également, avec les régions pour trouver des solutions concrètes. Mais je pense que cette inquiétude a été aussi démontrée par d'autres partenaires. Hier, on l'a entendu de Montréal International. Hier, on l'a entendu de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Sérieusement, écoutez, Montréal, c'est aussi une région parmi les autres régions. Je comprends l'idée derrière la régionalisation, mais devant moi, si je suis un gestionnaire pour combler les besoins, 73 000 postes vacants, sachant la vitesse avec laquelle le Midi va travailler et traiter les prochains dossiers, moi je pense que c'est un sentiment d'urgence quand même si on veut s'assurer du développement économique à Montréal. C'est pour ça qu'on travaille à ces consultations-là. C'est pour ça qu'on était content de venir exposer nos inquiétudes, pour ça que d'autres exposent aussi leurs inquiétudes. Donc, on n'est pas encore là, mais on soulève la question justement pour qu'elle soit explicitée. Oui. C'est très bien soulevé. C'est quoi votre demande, bien concrètement? La demande, c'est qu'au niveau de Montréal, ça n'affecte pas notre croissance économique. Donc, cette mesure-là n'affecte pas notre besoin en main-d'œuvre et qu'elle n'affecte pas non plus de façon négative les besoins en main-d'œuvre des régions. Ce qu'on veut, c'est trouver une solution justement pour qu'on soit équitable à ce niveau-là, mais en fonction aussi de l'impact que Montréal a au niveau de son développement, au niveau de l'économie du Québec. Si j'ai bien compris, je vais juste reprendre. Les immigrants à l'extérieur, vu la nouvelle formule d'Arima, ils vont remplir et ils vont être déjà destinés à une région. Et là, on entend, le seuil devient de 40 000. Là, on n'est pas. C'est la première fois qu'on va essayer 40 000. Vous ne voyez pas une menace par rapport à la ville? On est inquiet. Ouais. OK. Deuxième question que vous évoquez, sérieusement, je la trouve très bonne. Depuis le début, nous avons concentré nos discussions uniquement sur les employés. Plusieurs statistiques le démontrent, nous avons un réel problème par rapport à la reprise d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en région, justement en région. J'ai eu l'occasion de parcourir pas mal de régions et c'est un réel danger. Et vous, dans votre proposition, vous soulevez aussi le fait de ne pas uniquement concentrer les efforts sur ramener les employés, mais aussi ramener des entrepreneurs. Est-ce que c'est ça que vous suggérez? Non, parce que le déficit démographique qu'on vit, c'est 22 000 habitants là, par année à Montréal, a un impact partout, sur toutes les sphères.
la sphère de l'entrepreneuriat, on est composé à près de 99 de PME là, sur l'île de Montréal. La sphère sur le transfert de ces entreprises-là va avoir un impact immanquable. Et pas un impact dans 50 ans. Là. C'est en 2024, il y a des statistiques qui nous font craindre que c'est 10 000 PME à travers le Québec qu'on pourrait perdre, faute de repreneurs. L'immigration, selon nous, est une solution parce que quand on regarde au niveau de l'intention d'entreprendre, les personnes immigrantes sur le territoire de Montréal, l'indice montréalais sur l'entrepreneuriat, nous montre que il y a un plus grand... On est à 35 d'intention d'entreprendre versus 25, je pense, de la population en général, chez les personnes immigrantes. Donc, on voit là un moteur. Des gens qui sont partis, donc qui ont déjà un esprit entrepreneur, ils ont quitté leur pays, sont arrivés dans un nouveau pays. Donc, oui, ce qu'on dit, c'est que là, il y a peut-être aussi une opportunité pour répondre à un besoin qui va poindre tout de suite et ce besoin de reprise. Et on a des outils qui sont sur place. Je pense par exemple au CETEC, qui est un outil là, qui permet de faire le maillage entre entrepreneurs cédants et repreneurs. Donc, le côté immigration-entrepreneur, pour nous, c'est Il vous reste moins d'une minute. Excusez-moi. C'est quelque chose sur lequel on trouve ça très intéressant, oui. Que nous sommes dans une situation très délicate. On a arrêté l'étude de 18 000 dossiers. Même ma collègue de Saint-Henri-Saint-Jacques vient de le dire qu'on a 400 dossiers qu'on risque de traiter en 2019. Et vous l'urgence, vous la voyez très court terme. Est-ce que vous êtes inquiet après votre passage à la commission par rapport à l'évolution du traitement des dossiers? Suivre le processus de la commission. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on expose les enjeux qui vont poindre pour Montréal et on va suivre et on va travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec, justement, pour pouvoir venir à bout de ces enjeux-là. Merci beaucoup. Merci. Je cède la parole maintenant à la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Baudry, Madame Filato, pour votre présentation. Je reviens sur vos propos concernant les 18 000 dossiers annulés. Vous avez dit avec justesse que ça vous apparaissait illogique que les gens qui sont déjà au Québec, qui occupent déjà un emploi, doivent recommencer leur démarche à zéro, et j'en suis également. Et si je comprends bien, votre proposition, au fond, c'est de traiter ces dossiers-là en priorité du côté du gouvernement. En fait, oui, j'ai pas utilisé le terme illogique, cependant, mais oui, je pense que ça serait important de traiter les dossiers des personnes qui sont déjà sur le sol québécois. À Montréal également, on n'a pas les données exactes, mais ça va être important. C'est des gens qui contribuent déjà à la vie collective, qui paient des impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est important d'enlever ce sentiment d'insécurité. C'est déjà des personnes qui, peut-être pendant des années, ont vécu de l'insécurité. Et maintenant, on crée un sentiment d'urgence en leur disant qu'ils vont possiblement devoir quitter. On va fermer leur dossier. Je pense qu'on est tous d'accord avec l'approche d'un parcours personnalisé. Je pense que ça doit s'appliquer également aux 18 000 dossiers. On doit prendre une approche personnalisée à ce niveau-là également. C'est des gens qui méritent un certain suivi, qui ont vécu de l'insécurité pendant des années. Puis pour les gens qui ne sont pas déjà au Québec, vous sembliez d'accord avec le fait de traiter les dossiers selon le système des déclarations d'intérêt? En fait, pour les personnes qui ne sont pas... on n'a pas émis de recommandations à ce niveau-là pour ceux et celles qui ne sont pas au Québec en ce moment. Mais effectivement, on souhaite que les dossiers soient traités de la même façon. Quand on parle d'un parcours personnalisé, je pense que ça va être important de leur offrir le même traitement. Pour nous, ce qui est important, c'est de clarifier la situation pour ces personnes-là, de les rassurer aussi par rapport au processus. On veut un parcours personnalisé. Il faut vraiment qu'on ait un accompagnement personnalisé aussi vers cette nouvelle mesure-là. Tout à fait. Puis, concernant les fameux parcours personnalisés, vous avez fait référence au projet de centre de services intégrés que vous avez à la Ville de Montréal. D'ailleurs, il y a un projet comme ça aussi qui est en train de voir le jour dans ma circonscription à Longueuil, un projet de maison de l'accueil. Puis, vous parliez justement des ressources qui sont nécessaires à investir pour que ces projets-là fonctionnent bien. On sait que le gouvernement va déposer son budget le 21 mars prochain. Quelles sont vos attentes spécifiques en ce qui a trait à ces projets que vous avez sur le territoire de la Ville de Montréal?
En fait, il y a déjà des discussions entre Monsieur le ministre et la mairesse de Montréal. Monsieur Baudry va continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, mais c'est certain, surtout avec le projet de loi qui est proposé. Il vous reste moins d'1 minute. On va avoir besoin de plusieurs ressources humaines et financières à ce niveau-là. On parle d'un centre intégré. Ça va être le principal point de service. C'est certain qu'il va en avoir d'autres. On a 6 territoires prioritaires également qui sont visés à Montréal avec des agents de liaison, comme je le mentionnais tantôt. Donc oui, il y a un centre intégré pour faciliter l'accès pour les nouveaux arrivants, mais on a aussi dans nos quartiers respectifs des agents selon les territoires prioritaires. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Merci. Madame Filato, Monsieur Baudry. Montréal est une grande ville, une métropole. On dit souvent que Montréal est une ville de savoir. Enfin, je pense que ça continue. Et donc, les besoins en main-d'œuvre sont très diversifiés. On a entendu beaucoup ici en commission parlementaire différents intervenants nous disant qu'on devait baisser et favoriser grandement l'immigration avec une scolarité plus faible. Alors que Montréal aussi compte des industries qui ont besoin du personnel très qualifié. Où vous vous placez dans ces deux extrêmes-là? Il faut aller vers l'un, vers l'autre, ou il faut avoir une approche plus diversifiée? Je pense qu'il faut regarder dans tous les secteurs. Montréal, par exemple, on a une concentration universitaire très forte. On attire énormément d'étudiants étrangers. L'objectif, c'est de les conserver, c'est de les garder. Donc, il doit y avoir des efforts là-dessus. Ceci étant dit, effectivement, il y a des besoins au niveau manufacturier, partout sur le territoire, même à Montréal aussi, où on a des besoins au niveau non spécialisé. Je pense qu'on doit avoir un équilibre à ce niveau-là et vraiment y aller en fonction des besoins qui sont identifiés. C'est pour ça que la coordination d'action est très importante. Et nous, ce qu'on vient dire aujourd'hui, c'est qu'on a l'opportunité, via Réflexe Montréal, de travailler main dans la main avec le gouvernement, justement, pour qu'on puisse identifier ces enjeux-là. On a une bonne connaissance économique de notre territoire. On est prêt à le partager, voir où sont les besoins et les identifier et mettre le pied sur l'accélérateur en fonction. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même une grande diversité d'immigration à Montréal. On parle souvent d'intégration économique des travailleurs, mais on a des demandeurs d'asile, des réfugiés. On accueille également des demandes d'immigration pour la réunification familiale. Et c'est la raison pour laquelle il faut prendre une approche qui est holistique, parce qu'on ne peut pas uniquement parler d'intégration économique, mais également d'intégration sociale. C'est primordial. Et on a entendu souvent dire que les projets de loi 9 n'affectent pas les conditions les statuts des personnes qui résident au Québec, mais il introduit une incertitude quant au délai. Et on sait qu'il y a des permis de travail qui arrivent à échéance, etc. Est-ce que vous pensez que cette incertitude-là contribue à la rétention de la main-d'œuvre? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'incertitude, c'est jamais une bonne chose. Il faut qu'on puisse clarifier les choses. Je ne vois pas un peu la question au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, mais nous, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est vraiment rassurons ces personnes-là, ne faisons pas vivre d'insécurité en leur offrant des mesures transitoires fortes, en humanisant aussi cette situation-là. Pour les accompagner de la meilleure façon. Donc, après, l'impact sur la rétention de la main-d'œuvre, je ne peux pas vous dire. Il vous reste moins d'1 minute. Diminution des seuils d'immigration, conditions pour la résidence permanente, abolition des dossiers, etc. Est-ce que ça envoie des bons messages à l'immigration au Québec? Ce qu'on dit, c'est qu'on a de l'inquiétude par rapport à justement notre attractivité, qui est pour nous très importante. Montréal s'est construit avec une variété de communautés culturelles. On veut continuer à être attractif. Donc, on veut qu'il y ait encore des gens qui viennent à Montréal pour contribuer à cette prospérité-là. Merci. Merci. Oui. Alors, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la commission. C'est très apprécié. Je suspends les travaux pour quelques instants. J'invite mes collègues à rester
au sein de la salle ici, par souci d'efficacité, parce qu'il y a une rencontre tout de suite après la prochaine présentation. Merci.